mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour OZAP, on s'autorise à penser, le temps des salauds, comment le fascisme devient réel. C'est le petit livre d'intervention très récemment publié par notre invité d'aujourd'hui aux éditions Divergence, Hugues Jalon. Bonjour. Merci beaucoup Hugues d'être avec nous. Merci. Tu as une longue carrière d'éditeur derrière toi. À la Découverte, dont tu as été PDG, au Seuil, dont tu as été PDG aussi jusqu'à une date récente. Tu es aussi écrivain, tu en es à ton 8e roman. L'avant-dernier, tu étais venu en parler ici, ça s'appelait « Le Capital, c'est ta vie ». On avait fait un OZAP, qui est toujours visible sur YouTube, bien sûr. Tu as publié, je crois, en mai dernier, ton 8e roman, donc, qui s'appelle « Le cours secret du monde ». C'est ça. Et qui a peut-être déjà un peu partie liée avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit dans ce roman de suivre des fous, des complotistes, des gens qui imaginent des choses folles parce que, justement, le monde ne va pas bien du tout. Alors, peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont parmi ces fous avec lesquels commence le fascisme. Ton livre reprend, tu le signales dès le début, une expression sur la façon dont le fascisme s'installe. Oui, enfin le point de départ du livre, qui est effectivement un livre d'écrivain, engagé, c'est une citation qui circule beaucoup et qui dit « Le fascisme, ça commence avec des fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue avec les cons ». Alors, ce qui est assez amusant, c'est que la citation est partout attribuée à Henri de Monterland, qui est quand même un dandy lettré qui n'est pas connu pour la clarté de ses engagements. C'était pas lui-même un farouche opposant en fait. C'était pas un farouche opposant à ce qui se passait à l'époque. Et par ailleurs, j'ai interrogé 2 spécialistes de l'œuvre de Monterland et qui m'ont tous les 2 confirmé, affirmé de manière très sûre d'eux que ça ne pouvait pas être une citation de Monterland. Donc voilà, je remercie par avance la personne qui me donnera la source de cette citation, mais c'est le point de départ du livre. Comme tu as dit, effectivement, alors c'est un peu loin, mais le cours secret du monde s'intéressait à quelques fous. Mais ce qui m'a intéressé dans la citation, c'est que finalement les fous, qui forment le point de départ du fascisme, il n'y a pas besoin forcément de donner beaucoup d'exemples quand on voit Trump, Musk, etc., notamment aux États-Unis, mais on pourrait donner d'autres exemples ailleurs, et je vais y revenir, c'est de m'intéresser à une autre figure. Voilà, dans la deuxième partie de cette expression, c'est une expression, c'est un aphorisme un peu lapidaire, un peu drôle, mais qui, je crois, dit la vérité d'une époque. Donc je me suis intéressé au salaud, qui, effectivement, est une figure qui rend le fascisme réel. C'est-à-dire qu'eux, ils sont décisifs. Ils sont absolument décisifs parce que le point de départ du livre, et c'est aussi ce que j'ai pu observer, j'ai essayé de faire une sorte d'histoire du présent, comme disait Marx à propos de son livre sur la préparation du coup d'État de Bonaparte. Donc de regarder un peu ce qui s'était passé dans les années, dans les années précédentes. Ils sont décisifs parce que la conclusion à laquelle je suis parvenu dans le livre, et les historiens sont globalement assez d'accord, et notamment Johan Chapoutot dans son dernier livre, Les Irresponsables, c'est que le fascisme n'y arrive pas tout seul. L'extrême droite n'y arrive pas tout seul. Comme en politique, d'une manière générale, on n'y arrive pas tout seul, ou en tout cas c'est assez rare. Et donc, au fond, ce que moi j'appelle fascisme, c'est pas tout à fait ce que égal à l'extrême droite. Le fascisme, c'est un moment, une situation, une séquence où se noue un compromis historique, plus ou moins affiché, plus ou moins assumé, une alliance objective qui peut devenir subjective entre, d'un côté, un bloc central qui est, on le voit bien, à bout de souffle, dans un état de paralysie, au bord de la dépression, au bord de la crise de nerfs, on ne sait plus très bien comment le qualifier, et effectivement l'extrême droite, qui a besoin de ce bloc central à un moment ou à un autre pour l'emporter. Il y a des besoins mutuels finalement, il y a un compromis mutuel gagnant-gagnant pour les 2 côtés, oui. En quelque sorte, que l'on voit sous nos yeux oui, pour une raison, désormais. C'est quand même assez étonnant de voir quand même que l'extrême droite en France, le Rassemblement national, on pourrait peut-être aussi donner d'autres exemples, ils apparaissent quand même comme une bande de branquignoles. Quand on regarde les choses de manière un peu objective, ils sont quand même pas foutus de rendre éligible leur candidate. Je veux dire, ils se mettent dans une situation qui est quand même très compliquée. Et à un moment,
Je veux dire, ils vont pas y arriver tout seuls. Ils Puis ont besoin d'aide. Une quand même médiocrité absolument insigne de ces gens. Enfin, Absolument. Quand on voit la personnalité qu'ils mettent en avant, c'est un garçon qui n'a pas réussi à finir sa licence de géographie et qui en réalité n'a jamais rien fait de sa vie de significatif, à part des manœuvres, voilà, de la com, de la politique. Exactement. Il y a un vide. Absolument. Et d'une certaine manière, l'extrême droite a besoin du bloc central pour l'emporter, pour faire avancer ses idées, pour les concrétiser dans des lois. Mais ce que dit le livre, c'est que le bloc central a besoin de l'extrême droite pour survivre. Ça, je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister quand on observe effectivement les revirements stratégiques, les déplacements tactiques, les changements sémantiques, à la fois chez les responsables politiques, mais aussi dans le monde patronal et surtout chez les intellectuels. Alors tu passes en revue justement au fil de ce texte toute une série de figures sociales de la société française qui ont beaucoup de place, notamment dans les médias, et qui illustrent très bien ce ralliement finalement qui souvent se dénie lui-même. Tout en mettant l'accent sur le fait que bien sûr désormais le parti fasciste, historiquement fasciste, ne l'est plus. Et qui donc il serait devenu respectable. Tu parles longuement de ces figures qu'on a tous en tête, qu'on reconnaît tout de suite en te lisant, mais tu ne cites jamais leur nom. C'est un choix littéraire ? C'est un choix littéraire. D'abord, je me suis rendu compte au départ, quand j'ai commencé mes recherches, à trouver des exemples de ces figures-là, de personnages réellement existants, à la fois dans le monde patronal, dans le monde politique, chez les éditorialistes, chez les intellectuels, etc. J'ai commencé à écrire un dictionnaire des citations, enfin un dictionnaire des horreurs ou un dictionnaire biographique. C'est un bêtisier infini. Et en fait, j'ai un moment, je me suis dit, je vais écrire un peu comme avec le principe qu'avait adopté La Bruyère à propos de la société de cours à l'époque, c'est-à-dire qu'on construit comme ça des figures dont je ne donne pas les noms, je déroule des portraits, je mets quelques citations, ce qui permet comme ça de construire des idéotypes ou des portraits types, des figures qui... alors, je les ai trouvés chez des premiers couteaux, des figures éminemment visibles dans l'espace public, mais c'est aussi, je suis allé chercher chez les seconds couteaux et voir les troisièmes couteaux, parce que voilà, à la fin, ce sont des gens qui font masse, et ce sont des gens qui tournent avec le vent de l'extrême droite, mais ils ne se contentent pas de tourner, ils tournent, ils soufflent dans la même direction. Ce sont des girouettes, mais des girouettes qui ont aussi une activité. Ouais, absolument. Ça, ouais. On se retrouve dans une sorte de période un peu étrange où on a l'impression que depuis quelques années, les fous sont lâchés. Donc ça, on les observe, ils passent très bien à la télé, donc par ailleurs, ils sont, voilà, avec leurs contradictions, ils racontent n'importe quoi, ils disent un truc, ils disent un autre truc, et le Rassemblement national fait partie de... Enfin voilà, correspond très bien à cette espèce de n'importe quoi. Mais ce qu'on voit... On commence à voir, ça commence à se voir, c'est que y a des gens qui courent devant, il y a des gens qui courent derrière, il y a des gens qui courent sur les côtés. Et je me souviens, quand on parlait du Front National, et le Front National le disait lui-même, il disait toujours les Français préféreront toujours l'original à la copie. On se souvient de cette expression, etc. Mais je pense que, je veux dire, pour reprendre une image, avec les logiciels de retouche d'image aujourd'hui, je veux dire, la copie peut être vraiment meilleure et beaucoup plus attractive que l'original. Et pour moi, Le Temps des salauds, ça raconte quoi? Au fond, c'est comment des responsables politiques, comment des intellectuels, comment des patrons finissent par, et c'est l'objectif, à rendre le programme fasciste, la promesse de l'extrême droite, acceptable, réalisable, raisonnable. C'est-à-dire de transformer la promesse fasciste, qui est avant tout un délire, qui fonctionne auprès de la population extrêmement angoissée, et on pourra revenir là-dessus, mais il faut du monde pour rendre cette promesse fasciste raisonnable, donc acceptable, donc finalement réelle. Tu rappelles une citation de Bernanos sur le fait que c'est devenu le réalisme. Finalement, le réalisme est invoqué par ces gens-là. Ils ne sont pas extrémistes, ils déplorent même éventuellement certaines choses, mais c'est surtout du passé. Et il faut être réaliste. Le réalisme, pardon, c'est devenu le sens commun. Absolument. Et ce que dit Bernanos, le réalisme, c'est le bon sens des salauds. Alors, je fais la différence entre trois types, finalement, de salauds. Les responsables politiques, ils jouent leur survie. C'est pas une manière de leur donner des excuses, mais on voit bien les logiques de repositionnement, de Retailleau, de Laurent Wauquiez. Ils essayent des trucs, c'est hyper maladroit. On se souvient de Wauquiez faisant un discours quelques temps après l'élection de Trump, parlant de la France où dominent les cours suprêmes.
Enfin, on avait l'impression qu'il avait traduit par ChatGPT un discours de Trump, une espèce d'adaptation comme ça. Alors tout le monde, maintenant, une partie du monde politique de droite se met à parler libertarien, comme aux États-Unis. Enfin, tout ça est un peu... ça patauge, mais voilà... Les hommes politiques, ils jouent leur survie, veulent le pouvoir, etc. Et c'est devenu leur seule ressource, finalement, à droite, aujourd'hui. Voilà, Sarkozy ayant ouvert la voie, quand même. Absolument. Ils voient que cette solution... Pour les patrons, ils ne jouent pas leur survie, ils veillent à leurs intérêts. Ils n'en ont jamais assez. Historiquement, on le sait, en ont jamais assez. Ça a déjà été dit. Voilà, ils ont toujours eu cette illusion, ils ont peut-être eu raison d'ailleurs, qu'ils pouvaient tenir le fascisme en laisse. C'était une expression que j'avais lue quelque part. C'est-à-dire que, voilà, la gauche, ce sera toujours pire que la droite, même la plus extrême. Gattaz l'a encore dit très récemment. Voilà. Il a dit « J'ai bien plus peur de Mélenchon que de Bardella ». C'est devenu le cordon sanitaire maintenant. Aujourd'hui, c'est effectivement du côté de LFI. C'est assez symptomatique. Avant, on parlait du cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Maintenant, c'est évidemment ça qu'on... Enfin, voilà, on observe que ça concerne LFI. Donc, le patron, il veille à ses intérêts. Donc, voilà, il va là où... et donc, ils vont sans doute, ils sont en train de le faire, d'intriguer auprès de l'extrême droite pour qu'ils abandonnent définitivement leur programme social et qu'ils se convertissent, comme ils l'ont sans doute déjà fait, à un néolibéralisme. Ils n'ont pas beaucoup d'inquiétude de ce côté-là. Voilà, quand on voit le sommet des libertés qui a eu lieu en juin 2024, enfin juste avant l'été, il y a vraiment cette idée qu'au fond, si le Rassemblement national arrive au pouvoir avec une alliance avec la droite classique, ils mèneront une politique pro-business. Maintenant, c'est globalement acquis. Là, pour moi, la situation est beaucoup plus grave, c'est pour les intellectuels. Parce que les intellectuels, ils ne jouent pas leur survie. Ils ne veillent pas à leurs intérêts. Enfin, peut-être leur intérêt de rester autour des plateaux télé. Justement, voilà. ça va chercher loin dans la psyché de l'intellectuel. Parce que ce sont des gens qui proclament, sur tous les plateaux, dans leurs livres, que ce sont des êtres libres. Libres de penser, libres d'écrire, etc. Donc ils font un choix en conscience de taper plus violemment sur la gauche que sur l'extrême droite. Enfin, ce sont des gens qui ont lu des livres. Enfin, je pense qu'il faut quand même... On lui dit, c'est des gens qui connaissent l'histoire. Je cite à un moment Sébastien Haffner qui décrit de manière assez magistrale les quelques mois qui précèdent l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais on se dit, Sébastien Haffner, enfin, il assiste à l'émergence d'un phénomène politique radicalement nouveau. C'est-à-dire le nazisme, le fascisme, les historiens l'ont bien montré, a une dimension révolutionnaire et réactionnaire. Enfin, voilà, les forces politiques à l'époque, les intellectuels, sont un peu désemparés. Je veux dire, ceux d'aujourd'hui, je veux dire, ils ont lu des livres. Ils nous rappellent sans cesse, d'ailleurs, le devoir de mémoire, etc., de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ça, effectivement, ils n'ont aucune excuse. Ils ne peuvent pas être pris de court, oui. Tu fais allusion, d'ailleurs, je crois, à ce que dit Marx de l'histoire qui se répète, mais qui se répète en farce la seconde fois. Alors, j'en parle pas, mais je ne parle pas de ça exactement. J'y pensais en te lisant, alors. Alors, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On pourra reparler peut-être de l'utilisation du terme fasciste, comme des historiens aussi. Je pense que c'est une question qui peut t'intéresser. Et Marx est un penseur de la structure, un penseur de l'économie politique, etc. Ça, tout le monde le sait. Il a consacré, évidemment, des livres, des pages, etc. Mais c'est aussi un penseur et un observateur du contemporain. Et dans son livre sur Napoléon III, enfin sur le fameux coup d'État et sa préparation, il le dit très clairement, les hommes font les circonstances et les circonstances font les hommes. Et c'est ce à quoi j'ai essayé de m'attacher, encore une fois, dans le cadre de ce que j'ai essayé de faire en ayant en tête son modèle, c'est-à-dire une histoire du présent. Mais alors, si on revient justement sur ces intellectuels, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus fascinant, au fond, ce sont souvent des gens, soit qui viennent de la gauche, soit qui parfois ont l'effronterie de continuer à se dire, au fond, de gauche, puisque pour leur génération, c'était valorisant, et ils ne renoncent pas à ça, tout en étant clairement des crypto-fascistes, en tout cas des soutiens du fascisme. Cette aversion, cette obsession contre l'antifascisme, qui serait le nouveau fascisme, qui jouerait une comédie qui n'a plus lieu d'être. On la retrouve, hein, c'est l'un des chevaux de bataille de plusieurs des personnages qu'on reconnaîtra tout de suite. On va faire comme toi dans le livre, on ne va pas les citer, mais chacun pourra les découvrir, c'est presque un livre à clé. Ça date pas d'hier quand même. Hein. C'est depuis le milieu des années 80 que ces gens-là, les nouveaux philosophes, toute une constellation autour d'eux, donc des gens qui se disent de gauche, hein, mais d'une gauche moderne, non pas de mots assez durs en réalité, non pas contre la droite, mais contre la gauche et en particulier contre l'antifascisme qui, selon eux, n'aurait plus lieu d'être. Absolument, ça c'est effectivement, il y a eu un mouvement d'une partie du milieu des intellectuels de gauche vers, ça avait été bien identifié par Daniel Dillenberg sur
les nouveaux réactionnaires, dans mon souvenir. Oui, il s'est passé quelque chose dans un certain secteur du monde intellectuel. Alors évidemment, je me suis rendu compte que les figures que j'identifiais dans le livre étaient tous, entre guillemets, philosophes. Il y a quelque chose d'assez étonnant, que ce soit Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Raphaël Enthoven, bon, il y a même Marcel Gaucher. C'est des gens qui s'estiment, et je n'ai pas mentionné Luc Ferry dans le livre, puisqu'il avait fait son intervention un peu plus tard au Mais c'est peut-être parce que c'est finalement l'appellatif qui est le plus facile à abuser, dont il est le plus facile d'abuser, parce que c'est pas précis, puis il y a cette vieille tradition des Lumières, un philosophe c'est quelqu'un qui intervient dans le débat public. Oui, voilà. Et puis à la fin on se demande si un philosophe, enfin plutôt un clerc de télévision, n'est pas quelqu'un qui finalement ne voit pas le réel, et qui mène des combats complètement délirants. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un comme Enthoven dit que le salut nazi de Musk est en réalité un mouvement de la main qui s'adresse du fond du cœur à la foule, enfin, c'est incroyable. Et quand il s'adresse, il est invité quand même à une convention des droites organisée par Marion Maréchal Le Pen, et il s'adresse à la foule en disant ça ne marchera pas. Votre projet, au fond, il ne peut pas fonctionner. Et il dit ça contre l'évidence de la progression électorale de l'extrême droite en France. Donc il y a quelque chose à la fois de pervers, il y a quelque chose de tordu, et il y a une complicité objective et subjective à faire en sorte que ce qui arrive. Mais il y a aussi une logique peut-être de fuite en avant. C'est-à-dire qu'il va toujours plus loin, les gens comme ça vont toujours plus loin parce que le réel les dépasse toujours, et ils se retrouvent finalement, pour ne pas avoir à se dédire, pour ne pas avoir à retourner leur discours tout à coup, cautionner des choses qui sont absolument aberrantes. Le salut de Musk est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler aussi du rapport de tous ces intellectuels avec l'État d'Israël, avec ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux, alors certains ont quand même mis un coup de frein, mais beaucoup d'autres ce font les complices objectifs des crimes qui sont commis là-bas. Absolument, et je pense, j'en parle dans le livre, je pense que Gaza a été un moment d'accélération de l'histoire, puisque c'est un sujet que je connais bien de longue date. Les gens qui ont milité pour la Palestine ont systématiquement et depuis très longtemps été intimidés par l'accusation d'antisémitisme. Bon, voilà, c'est une vieille histoire. De ce côté-là, il y a véritablement pas grand-chose de nouveau, mais ce que je dis dans le livre, quand bien même ce serait vrai, possible que ce soit vrai, qu'est-ce qui poussait ces éditorialistes, ces intellectuels, ces responsables politiques à soutenir, parce qu'en fait, à la fin, ça ressemble à un soutien, ou à ne pas condamner, un gouvernement suprémaciste, dont les membres pouvaient tenir des propos génocidaires. Ouvertement, ça. Oui. Ouvertement génocidaires. Ils continuent d'ailleurs. Ils ont systématiquement protesté contre toute demande de sanctions internationales ou de sanctions qui auraient pu être décidées par la France, qui n'en a pas prise, qui ont systématiquement aussi intimidé des étudiants qui demandaient la simple suspension d'accords de coopération avec Israël. J'ai entendu des propos de casuistiques épouvantables entre les morts volontaires d'enfants organisés par le Hamas, mais les morts involontaires, alors qu'on parle maintenant de dizaines de milliers de morts d'enfants organisés par l'armée d'Israël. Et puis on sait très bien qu'en réalité, il y a une campagne systématique d'extermination des enfants par les snipers. En réalité, absolument. Même ça, c'est faux. C'est faux. C'était factuellement faux, mais alors voilà, on a eu droit à des exercices casuistiques complètement délirants pour, à la fin, organiser un soutien de fait à un projet de destruction et d'expulsion des habitants de la bande de Gaza. Mais est-ce que ce n'est pas une situation typique finalement d'une certaine irresponsabilité des intellectuels ? Puisque finalement tout cela, ce ne sont que des mots, quand bien même ce sont des mots qui permettent les crimes, qui permettent leur prolongation parce qu'ils empêchent justement qu'une pression s'exerce pour qu'il soit mis fin. Ça reste du langage, ça reste dans l'air. En plus, il y a toujours des paradoxes possibles. C'est quand même la grande force du sionisme, par exemple. Même certains des gens qu'on a nommés, si on leur parle de Netanyahou, si on leur parle des pires, mais ils sont nombreux, du gouvernement actuel, ils vont dire « Ah non, mais je ne suis pas d'accord ».
Ce qui ne va pas les empêcher, bien sûr, d'être beaucoup plus sévères et de parler essentiellement, pour les condamnés, de ceux qui s'opposent au génocide. Il y a comme ça une manière de pouvoir se retourner en permanence qui est typique des professionnels du langage, non? Enfin, oui, je pense que c'est aussi, oui, c'est la perversité du moment qui a été, à mon avis, enfin, ça a été bien identifié par Marc Joly. Je pense que la perversité fait partie aujourd'hui profondément de la structure du langage. Et en même temps d'Emmanuel Macron est à certains égards la formule qui permet de comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer. On peut être en même temps d'extrême droite et en même temps appartenir au bloc central. Je veux dire, quelqu'un comme Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui est absolument, enfin, je veux dire, c'est le salaud à l'état pur. Enfin, il a pendant l'été opposé de manière ouverte la France des héros avec la France des salauds, enfin, sans savoir de quel côté il se trouvait. Bruno Retailleau, c'est à la fois celui qui aujourd'hui n'envisage pas d'alliance avec l'extrême droite. Enfin, c'est pas l'union des droites de Ciotti. Officiellement, il n'y a pas d'alliance, mais c'est quelqu'un qui tient un discours plus radicalement d'extrême droite que l'extrême droite. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, à l'occasion de la rentrée parlementaire des Républicains, il a invité Robert Ménard. Autour d'une table ronde, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que là, vraiment, on a le sentiment que tout se met à flotter. Et là, encore une fois, en même temps, enfin, c'est vraiment mobiliser. Parce que Bruno Retailleau, aujourd'hui, c'est celui qui mobilise l'imaginaire de la Seconde Guerre mondiale. Il a déjà évoqué l'esprit de résistance. Quand il évoque la France des héros et la France des salauds, on voit à peu près, voilà, à quoi il fait référence. Et c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, les salauds dans l'histoire, ce sont ceux qui se sont mis du côté du plus fort contre l'occupant nazi, ce sont les gens qui ont liquidé la République, ce sont les gens qui ont collaboré. Je veux dire, c'est complètement fou de mobiliser ainsi, alors que c'est quelqu'un qui trahit absolument toutes les valeurs des résistants. Et ça, c'est la perversité aussi de ce pouvoir-là, qui a panthéonisé Simone Veil, qui a panthéonisé les époux Manoukian, qui va panthéoniser l'historien Marc Bloch, et qui se comporte en rupture totale avec les valeurs que ces vrais héros ont portées. Et c'est quelque chose qui est complètement assumé dans les faits par quelqu'un comme Retailleau, si on regarde l'imagerie à laquelle son entourage et lui-même ont recours. Cette photo, par exemple, qui est prise en contre-prolongée par en dessous, où on le voit avec des policiers qui ont un air sinistre et lui-même a un air lugubre, et on voit un chien policier qui ouvre la gueule et qui a l'œil fou. Et ça, c'est vraiment de l'imagerie d'extrême droite. Et c'est lui qui le diffuse pour sa propre image. Donc c'est quelque chose qui en réalité est complètement assumé. Absolument, et je pense qu'il tient en fait les deux bouts. C'est d'un côté le cavalier du Puy du Fou, et en même temps c'est le ministre de l'Intérieur qui est capable de montrer qu'il est responsable et qu'il est capable de gouverner. Si on revient à la question qui est évoquée à l'instant, du en même temps, qui est une affaire de langage, mais qui est aussi une affaire de pratique politique. Tu le disais en citant Marc Joly et son analyse en termes de perversité structurelle du comportement présidentiel. Emmanuel Macron est le roi dans ce domaine, et il a, au printemps 2024, assez clairement, on l'a vite vu, en réalité, adopté pour stratégie une victoire qui n'a pas eu lieu, qui aura peut-être lieu plus tard, on ne sait pas, du Rassemblement national, avec l'arrivée probable d'un Premier ministre qui n'a toujours pas eu lieu, mais c'était dans ses plans. Alors que c'est quelqu'un qui a été élu en 2017 contre les extrêmes. On se souvient des milieux intellectuels, notamment, y compris modérés, anciens socialistes, tous rassemblés derrière Emmanuel Macron au nom de la lutte contre les extrêmes. Donc c'est une espèce de perversité suprême. Et on a l'impression que ça ne lui nuit pas plus que ça, finalement, auprès des commentateurs, auprès peut-être même de sa base sociologique. Donc je dirais qu'il y a une perversité qui a été bien établie, mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'il y a une logique profonde, comme je le disais en début d'entretien. Je pense que le bloc central aujourd'hui a besoin de l'extrême droite pour survivre, d'où le en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'on se trompe en voyant le fascisme comme simplement un projet réactionnaire et nationaliste. Je pense qu'au fond, c'est une alliance, comme à certains égards le fascisme historique a été une alliance entre des forces contre-révolutionnaires et avec un projet révolutionnaire. Mais aujourd'hui, le fascisme tel qu'il est en train de s'installer, au fond, c'est on vous promet la restauration de Notre-Dame, la régénération nationale, et de l'autre côté, on vous prépare l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que
l'analyse que je propose, c'est que des décennies de politique néolibérale ont installé ce que j'appelle un système d'angoissement. Je pense qu'aujourd'hui, la population, on l'a bien vu, le 10 septembre, etc., on n'en peut plus. Je veux dire, je cite cette anecdote que pas grand monde a relevée. C'est-à-dire qu'en France, on sort d'une boulangerie, on discute avec n'importe qui dans son entourage, on se salue à la fin en se disant « bon courage ». C'est quand même un signe qu'il y a quand même un petit problème, qu'on est au bout, voilà, qu'on vit dans un pays relativement invivable. Donc ce système d'angoissement, il ne peut pas tenir tout seul. Je veux dire, on ne peut pas tenir juste avec des mots d'ordre de résilience, d'adaptation. À un moment, ça va craquer, et c'est en train de craquer. Donc, finalement, quand on a mis en place ce système d'angoissement, il faut pouvoir rassurer. Et donc, il faut un système de désangoissement. Et ça, j'avais repris l'expression à Christian Ingrao, puisqu'il en parle à propos du nazisme. Il présente le nazisme comme un système de désangoissement. Ben, aujourd'hui, je pense que le fascisme, c'est ce moment où se branche un système de désangoissement sur un système d'angoissement. Et ça permet une forme de résolution des contradictions et la poursuite, au fond, du projet néolibéral. C'est quand même assez symptomatique que les Français, enfin l'extrême droite, agite le spectre du grand remplacement. Et dans le même temps, on a un pouvoir pro-business qui nous vend une intelligence artificielle qui va véritablement nous remplacer. Et le désangoissement, dans cette logique-là, finalement, il passe d'abord par la figure d'autorité. En tout cas, c'est l'analyse de ces gens-là. Les gens ont tellement peur que n'importe quelle figure d'autorité va rallier leur suffrage, en quelque sorte, et va leur donner un point d'arrimage. Oui, c'est ça. C'est à la fois une figure d'autorité, mais c'est aussi le fantasme d'une France mythifiée qui restera toujours la même. C'est le passé de la France traditionnelle, blanche, univoque, oui, monoculturelle, qui n'a jamais existé. Oui, la loi du plomb est assez symptomatique de ce point de vue-là. Nous vous rassurons, nous allons maintenir l'agriculture française, mais nous allons continuer à détruire la santé des agriculteurs et la santé des Français. Ce qui est quand même, voilà, ça se joue sur les deux tableaux. Et par ailleurs, c'est une loi qui a été votée par le Bloc central et l'extrême droite. Ça nous amène bien sûr à la question de la légitimité de l'usage du terme fascisme. Hein. Et justement, cette question face à laquelle aujourd'hui nos crypto-fascistes ou nos centristes soutiens du fasciste ont toujours répondu en dénonçant le fait qu'on puisse encore parler de fascisme, comme s'il n'y avait eu qu'un fascisme stricto sensu, et comme s'il ne fallait employer l'expression que stricto sensu, c'est-à-dire seulement pour l'Italie de Mussolini, à la rigueur pour les nazis qui se sont beaucoup référés quand même au fascisme au départ, à l'extrême rigueur pour l'Espagne de Franco avec un clérical fascisme, mais sinon, il n'y aurait pas de légitimité à utiliser le terme. Oui, ça c'est la ritournelle qu'on a beaucoup entendue, qu'on continue d'entendre, c'est le Rassemblement national n'est pas fasciste, n'est pas un parti factieux, etc. En gros, il respecte le cadre de la démocratie et il ne menace pas les libertés publiques. C'est extrêmement naïf. Ce qui est quand même une vision extrêmement restrictive, parce que quand on réfléchit à la forme du fascisme, il est évidemment le fascisme historique dans sa forme totalitaire, c'est-à-dire un parti de masse qui arrive au pouvoir, organise la disparition, la destruction complète des libertés publiques et du cadre démocratique et le remplace par une propagande massive, on dirait, et une surveillance de la population. Il est évident que cette forme totalitaire, et d'ailleurs certaines études positivistes, entre guillemets, ou scientifiques le montrent, ce qu'ils appellent aujourd'hui les autocraties fermées. C'est quoi les autocraties fermées? C'est-à-dire où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection, la population est surveillée. Bon, il y a le gros bloc chinois qui a son propre modèle tout à fait étrange. Il y a les pétromonarchies du Golfe. Il y a quelques vieilleries communistes, Cuba, Corée du Nord, etc. Bon, et des États faillis. Mais les études le montrent très bien. Les autocraties fermées, c'est-à-dire où les libertés publiques et les démocraties formelles ont disparu, se réduisent. En revanche, les autocraties ouvertes ou les démocraties autoritaires, elles, ont tendance plutôt à augmenter. Alors l'argument, effectivement, que le RN et les autres partis d'extrême droite respectent le jeu démocratique est complètement... C'est d'autant plus aberrant que pour l'instant, ils n'ont pas encore complètement pris le pouvoir. Et que historiquement, les fascismes précédents respectaient aussi la légalité jusqu'au moment où ils avaient les moyens de commettre des crimes de façon impunie. Oui, et puis aujourd'hui, je vois pas ce qui garantit que ce ne serait pas le cas. Qui arrive au pouvoir, que ce soit le cas de Poutine ou de plein d'autres, à la limite Modi, qui correspond davantage encore à un leader fasciste, n'ont pas intérêt à détruire le cadre démocratique. La démocratie, vaut mieux la vider. C'est beaucoup moins coûteux que de la faire disparaître. Historiquement, c'est en général comme ça que ça s'est passé. Et ça s'est passé sous l'Empire romain, qui a maintenu les institutions de la République. Ça s'est passé sous Bonaparte, qui a maintenu un corps législatif, etc. Oui. Donc, en définitive, en te lisant, on est encore plus convaincu que le fascisme est à la fois de retour
mais qu'évidemment, dans des formes nouvelles. Absolument, il y a des formules fascistes aujourd'hui. Enfin, c'est de la même manière que ce qu'on appelait les fascismes historiques. Et il y a des discussions historiographiques absolument passionnantes pour savoir si le franquisme, le salazarisme appartenait à la famille fasciste, est-ce que le nazisme était un fascisme plus, et le régime militaire japonais, est-ce qu'il appartenait aussi? Mais enfin, là, ce qu'on observe en tout cas, c'est une forme de synchronicité. Quand même, on voit émerger à l'échelle de la planète une vraie montée en puissance, et encore une fois, dans des formules fascistes qui sont très différentes. Personne ne parle de l'Inde, mais l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, et qui le reste. C'est un des seuls pays, avec la Chine, qui a encore un parti de masse. C'est-à-dire le parti de Modi est un parti de masse. Les partis de masse, ils ont largement disparu dans plein d'autres démocraties, et qui mène une politique suprémaciste, guerrière, d'extension de l'espace vital, le Cachemire, etc. Donc les formules. Et aujourd'hui, je ne le dis pas dans le livre, mais quel est le pays qui aujourd'hui correspond le plus, finalement, au fond, à la formule du fascisme historique? C'est Israël. Oui, alors Israël. Effectivement, quand on lit les livres de Sylvain Sipel, par exemple, sur l'embrigadement généralisé de la population depuis la crèche jusqu'à l'âge adulte, aujourd'hui, c'est absolument terrible. Idéologie suprémaciste, paramilitarisation de la société, quand on voit les colons armés à la sphère, brutalisation de la société civile, et surtout l'angoisse de sa propre disparition, qui est quand même aussi faisait partie historiquement de la formule fasciste. Mais ça fait partie aussi de la formule génocidaire. Tous les historiens des génocides soulignent que ce soit au Rwanda ou dans l'Allemagne nazie, les génocidaires sont convaincus que ceux qu'ils tuent les menacent mortellement. Voilà, et l'histoire du fascisme montre en fait que ce sont des régimes qui sont au fond relativement fragiles et qui a des contradictions internes très fortes. Et quelle solution ils trouvent en général pour continuer à exister et survivre le plus longtemps possible? C'est faire la guerre. Et c'est ce qu'Israël est en train de faire. Alors justement, c'est ce qu'Israël est en train de faire naturellement. C'est aussi ce que nos gouvernants, Emmanuel Macron depuis longtemps, aujourd'hui un Premier ministre qui était ministre de la Défense et dont on sait qu'il est à partie liée très étroite avec le complexe militaro-industriel, toutes ces voix aussi qui nous expliquent qu'il va falloir renoncer à l'État social, cette fois-ci non plus à cause de la dette ou plus seulement, mais surtout parce qu'il faut réarmer, parce que nous sommes mortellement menacés. La guerre, avec le fascisme, c'est le joker du capitalisme quand il est dans l'impasse. Et la guerre, aujourd'hui, c'est évidemment vers l'Est qu'elle se profile, avec Poutine, donc, avec l'ennemi Poutine qui, il faut bien le reconnaître, lui-même vit de ça et fait monter manifestement la tension encore très récemment avec donc la violation de la souveraineté de la Pologne. Absolument. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'une France passée à l'extrême droite a véritablement aujourd'hui les moyens militaires de mener une guerre? C'est-à-dire le service militaire a disparu, je veux dire, on ne va pas mobiliser en masse la population, enfin j'ai du mal. Et donc, mais elle se fera autrement, elle peut se faire autrement. Elle peut se faire autrement, et je pense qu'aujourd'hui, ce que mènent les États néolibéraux à tendance fascisante, c'est une guerre intérieure. Je pense que le moyen finalement de survivre, ce sera de mener une guerre intérieure contre les étrangers, contre les assistés, etc. Puisque je ne suis pas certain qu'elle ait les moyens de mener une guerre étrangère. Et de toute façon, je pense qu'effectivement, un pays comme la France n'a pas de volonté expansionniste, etc., comme d'autres pays, comme j'ai cité l'Inde, l'Israël, ou voire les États-Unis, même si ça semble un peu... Mais à l'échelle de l'Ouest, il y a un discours qui se développe d'une guerre possible en commun face à la Russie. Je pense qu'effectivement, il y a une idéologie militariste rampante, mais j'ai l'impression que ce sont des pays qui n'en ont pas forcément les moyens. À ce chapitre-là, il y a un passage très troublant d'un entretien avec Emmanuel Macron en 2018, je crois, dans lequel il tient vraiment des propos fascistoïdes, au sens où il dit les Européens issus des 30 Glorieuses, les boomers, sont complètement amollis, voilà, ils n'ont plus aucune vigueur, et ajoute-t-il, au fond, je me réjouis que le tragique de l'histoire qui se profile à nouveau risque finalement de faire sortir de cette situation d'amollissement. Oui, et puis la phrase que tu cites fait directement écho à une phrase d'Elon Musk dans laquelle il condamne l'empathie. L'empathie de la civilisation actuelle. Je pense qu'il y a une espèce de volonté de brutaliser, de durcir, c'est-à-dire d'aller encore plus loin dans l'idée que une société, c'est la concurrence de tous contre tous. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre d'une réaction viriliste, parce que bon, il faut quand même le rappeler, une des seules grandes révolutions qui a réussi et qui est en train de réussir et que personne ne pourra arrêter, c'est la révolution féministe. Donc il y a une poussée
du monde des femmes à l'échelle du globe. Et donc la réaction viriliste est en train de se faire. Et je pense que des gens comme Musk, comme Macron, et leur politique pro-business, qui ne voient que le monde de la compétitivité, que le monde de la concurrence, qui n'imaginent même pas d'autres manières de vivre, finalement continuent d'acclimater l'idée que, voilà, c'est... vous êtes vulnérable, mais vous avez de la résilience. Il faut, voilà, que la disruption, au fond, c'est l'alpha et l'oméga de la vie, ce qui est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire des stratégies pro-business qui visent à insécuriser la population et à la précariser, et en même temps des chefs d'entreprise qui, face à Trump, à ce qui se passe, l'instabilité gouvernementale, demandent un environnement sûr pour ses affaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'insécurité, elle est pour nous. Et la sécurité, elle est pour eux. C'est-à-dire, en fait, pour moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et le 10 septembre, on a montré quand même c'est que les gens se rendent compte, en fait, que ces gens-là, depuis des décennies, travaillent contre nous. Des gens qui sont censés représenter les gouvernés, donc, mais qui seraient finalement à leur propre compte ou qui n'auraient pas de compte à rendre. Peut-être même affairés à veiller à leur impunité. Il y aura le jugement de l'histoire. Merci beaucoup, Hugues Jalon, d'être venu nous parler de ce livre d'intervention. Le temps des salauds, comment le fascisme devient réel, aux éditions Divergence. Merci beaucoup.